Bien, bonsoir à tous. Nous allons démarrer. Juste... Voilà, c'est bon, ça descend, c'est bien. Juste pour vous signaler d'abord que le programme de travail qui a été celui de l'année dernière qui portait sur les religions a fait l'objet d'une première publication d'un livre de Jean-Marc qui vient de sortir qui s'appelle Les Lumières de la religion, que vous trouverez un peu partout, dans toutes les bonnes librairies et même les moins bonnes puisque je l'ai vu en vente au Centre Leclerc hier. Deuxième chose que je veux dire, la conférence d'aujourd'hui, qui va donc porter sur l'inquiétude sur l'avenir de l'Europe, mais plus particulièrement sur le lien entre la crise économique et le dialogue franco-allemand, va en gros se dérouler de la manière suivante. Une première heure de conférence, une pause. Jean-Marc prend ensuite environ 25 minutes. Et derrière, par rapport à la semaine dernière, il faut que nous ayons un temps de discussion un tout petit peu plus sérieux. C'est pour ça que le temps d'intervention de Jean-Marc sera un peu plus court pour qu'on ait la possibilité de discuter. Alors, la parole est à toi, Jean-Marc. Merci beaucoup. Donc, c'est une question aujourd'hui de grande actualité, la question de l'avenir de l'Europe, assortie d'inquiétudes tout à fait fondées d'ailleurs, en liaison avec la crise européenne. Ce dont j'aimerais vous entretenir, sous son aspect peut-être un peu technique, et j'y reviendrai d'ailleurs aussi la fois prochaine. Il faut bien parler des causes, et quand on parle des causes aussi, peut-être faire quelques mises au point par rapport au discours public, au discours officiel sur les causes de la crise. Et puis, non seulement les causes de la crise sont importantes, mais les raisons du blocage de la sortie de crise. Et ces raisons ne sont pas tant économiques que politiques. Et il y va aussi, par là même, du différend larvé, feutré, masqué, plus exactement, entre France et Allemagne. L'occultation ou l'euphémisation de ce différend franco-allemand est liée évidemment à une certaine pratique de la langue de bois diplomatique qui, à mon sens, ne convient plus du tout, ni à la situation, ni à l'histoire des relations franco-allemandes et à cette amitié politique qui, à mon avis, n'est pas honorée par la façon actuelle dont procède la communication politique sur la question du différend franco-allemand. Je parle de la communication officielle. Jamais, peut-être, en dépit des dénégations et en dépit des consignes d'optimisme, le malaise européen n'a été aussi profond que maintenant. Et il est clair, les responsables politiques le savent, que l'Union doit être préservée tout en préservant ses nations. J'avais évoqué cela, mais beaucoup plus que démocratiser l'Union, les nations s'en chargent déjà. Ce qui est important pour l'Union, c'est de protéger les synthèses réalisées en son sein, c'est-à-dire les synthèses de l'état de droit démocratique. Protéger les nations, c'est la grande réclamation d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui alimente ce qu'on appelait l'euroscepticisme, en disant l'Europe ne protège pas, et ce qui nous fait craindre aussi que les élections européennes fassent advenir une majorité anti-européenne. Donc, on prend conscience évidemment de cette mission de l'Union qui consiste à protéger ces nations si l'on veut que l'Europe ait un avenir politique. Malheureusement, les peuples, et sans doute sont-ils justifiés dans une large mesure, de ne percevoir dans l'Union qu'une impuissance travaillée par le désaccord. Non seulement on ne voit pas où va l'Europe, on ne voit pas quel sens imputer à la construction européenne aujourd'hui, mais on en vient à se demander pourquoi faudrait-il poursuivre cette construction. C'est la question du sens qui est posée. Même si les 28 aujourd'hui, n'est-ce pas, étaient entre eux d'accord, même si, je dis bien, même si les 28 étaient entre eux d'accord
pour l'édification d'une union politique, ce qui n'est pas le cas. Il resterait à savoir en quoi cette union politique devrait consister. Quelle forme politique donner à l'union? Il y a une indétermination totale, un flou absolu, non seulement en ce qui concerne la finalité de la construction, mais encore une fois, en admettant même que cette finalité soit bien l'union politique, ce qui n'est pas acquis, quelle forme devrait revêtir cette union? Donc c'est une indétermination qui vient à être aggravée par la situation préoccupante de la crise en zone euro. On dit à juste titre que l'entente franco-allemande est essentielle à la conduite du projet européen. Or, cette entente, aujourd'hui, elle est, en dépit des dénégations officielles, lorsqu'on vous dit que tout va bien, que sur le fond, Allemagne et France s'entendent, sont sur la même ligne. Non, cette entente, elle est atteinte dans son contenu, sinon dans son principe. Elle n'est pas atteinte dans le principe, c'est clair, on tient à l'amitié franco-allemande, mais le contenu aujourd'hui de cette entente est très largement affecté. Et dans cette situation critique, on peut s'inquiéter du déni officiel de la réalité. Entre France et Allemagne, la langue de bois diplomatique reste de rigueur. Dans le fond, tout va bien entre nous, nous sommes d'accord sur l'essentiel, etc. Or, plutôt que illusoirement tenter de gommer le clivage franco-allemand, sur la politique économique en particulier, eh bien, mieux vaudrait, je crois, mettre au jour les lieux de divergence. C'est ce que j'avais essayé de dire lors de ce grand raout, si j'ose dire, ce grand colloque qui avait eu lieu au lieu unique, justement, vendredi et samedi dernier. Mais ce discours de la transparence, si je puis dire, dans la communication politique a franchement déplu à ceux qui étaient dans le panel avec moi. Ce qui est clair, c'est que les Européens refusent les purges et les saignées des diafoirus de la science économique, même avec la perspective de mourir guéri, parce que c'est au fond ce qui est proposé. Il faut se serrer la ceinture, il faut revenir aux équilibres, il faut réduire les dépenses, augmenter les recettes fiscales, etc., etc. Donc, en clair, qu'on l'appelle rigueur ou je sais pas quoi, ou responsabilité ou autrement, en clair, c'est de la déflation qui nous est demandée. Et l'Allemagne risque peut-être à terme, et même bientôt, d'être mise en minorité, c'est-à-dire regardée comme la principale responsable de la récession qui menace toute la zone. Tandis que l'Union européenne tente à être perçue par les opinions nationales comme une courroie de transmission, pour ne pas dire le cheval de Troie, de la gouvernance mondiale que l'on dit néolibérale, mais qui serait plutôt paléo-capitaliste, disons. Aussi, l'Europe n'a-t-elle pas tort de s'inquiéter de son avenir? Elle met en place des programmes sur les grands défis de société, par exemple le projet Europe 2020, mais le grand défi actuel, qui conditionne le profil des autres, et je ne veux pas insister longtemps, je l'avais déjà évoqué la fois dernière, ce grand défi actuel, c'est la résolution de la crise européenne sous 3 aspects. Ce n'est pas seulement l'aspect technique d'une crise de gouvernance économique, ce qui est très important et ce dont je voudrais parler, mais avec des enjeux qui sont liés très étroitement à cet aspect de la crise économique. Il y a un aspect éthique de co-responsabilité, de solidarité politique qui nous engage à réfléchir à un rééquilibrage institutionnel important, de réformes institutionnelles importantes, et puis au-delà même de cet aspect éthique, si je puis dire, de solidarité, de co-responsabilité entre les 17, c'est-à-dire les membres de la zone euro, il y a un aspect historique plus profond ou philosophique, pourrait presque dire d'une crise historique de légitimité du projet européen mis face à la mondialisation. Je n'y reviens pas, sur l'érosion, pour ne pas dire plus, du motif fondateur de la construction européenne, c'est-à-dire la paix. Donc je n'y reviens pas. J'avais évoqué cela la fois dernière en disant que la relève dans la communication politique de cette légitimation première qui s'érode
elle n'a pas été donnée de façon claire par la classe publique, médias et classe politique confondues, c'est-à-dire la mondialisation, avec pour enjeu cette alternative, je n'y reviens pas longuement, ou bien adaptation pure et simple, économique, ou bien reconquête politique, rattrapage de cette mondialisation. C'est le défi profond en quelque sorte. Mais j'aimerais ici me concentrer sur le premier aspect. Même s'il est plus technique, je pense qu'il est important qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect de la crise, j'ose dire technique, de gouvernance économique en zone euro. Deux questions se posent au moins. Pourquoi la situation est-elle bloquée? Et comment pourrait-on ou aurait-on pu en sortir? Car évidemment, même si cela semble très immodeste de proposer des choses, j'entends déjà des réponses, oui c'est ça, il y a qu'à, etc. Mais il vaut mieux faire une critique constructive et faire des propositions tout en sachant qu'elles sont faillibles et éminemment discutables. Alors première question, pourquoi la situation est-elle bloquée? La crise européenne, elle doit une partie de son origine économique à ce que l'on a appelé la crise des subprimes, qui s'était déclarée aux États-Unis en août 2007. On appelle la crise de 2008. Et on a parlé à son sujet d'une crise des inégalités. C'est une heureuse expression, je trouve une expression juste, un diagnostic qui est bien fondé, dirais-je. Ces inégalités qui ont été creusées aux États-Unis entre les revenus et les patrimoines, très grandes inégalités, expliquent à la fois le surendettement des ménages à revenus moyens, et la surspéculation de certaines entreprises et institutions financières. Les deux ensemble. Les inégalités expliquent les deux ensemble. Je ne peux pas développer cela, mais par propagation de la crise de 2008, la crise bancaire, la dette européenne a fait un bond entre 2007 et 2011. En ce qui concerne le sud de la zone euro, et je rappelle entre parenthèses que le Portugal était traditionnellement considéré comme le meilleur élève européen. En ce qui concerne le sud de la zone euro, on l'a imputé à une mauvaise gestion publique. C'est la thèse quasiment officielle. Le laxisme budgétaire des cigales du Sud. Mais on sait que les déficits budgétaires ont été largement induits, enfin creusés par le choc de 2008, puis structurellement consolidés, et là c'est un aspect structurel beaucoup plus grave, ces déficits internes budgétaires ont été consolidés structurellement par des déficits du commerce extérieur. Et c'est là qu'il faut comprendre l'enchaînement quasi mécanique. Ces déficits extérieurs, je parle toujours du sud de la zone, sont eux-mêmes liés à une désindustrialisation galopante, y compris en France, et donc de l'Europe du Sud en général. Pourquoi cette désindustrialisation galopante? C'est qu'avec l'instauration sur une vaste zone économique passablement hétérogène et décloisonnée à la fois, l'instauration d'une monnaie unique et non pas simplement commune. Il y a une loi très connue qui a joué, c'est la loi des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale, la loi de Ricardo. L'effet de spécialisation ne s'est pas fait attendre. Le nord de la zone capitalisait la puissance industrielle, tandis que le Sud se spécialisait dans les services non exportables. Et donc l'eurozone s'est enlisée parce que déjà, elle a été créée, c'est-à-dire l'euro a été instauré, sans dispositif destiné à pallier, sinon à prévenir deux conséquences prévisibles, très prévisibles, à savoir, premièrement, la désindustrialisation galopante du sud de la zone, structurellement déficitaire, dans son commerce extérieur, j'entends. Et deuxièmement, pour les pays ainsi fragilisés, l'étranglement de leur capacité de réponse, du fait
qu'une régulation par les taux d'intérêt a remplacé les ajustements par les taux de change. Alors là, c'est un véritable étranglement. C'est le nœud du blocage actuel. Comme vous le savez, il est fait interdiction aux États de la zone de couvrir leurs dettes par des prêts de leur banque centrale nationale au Trésor. Et dans la mesure où les États sont alors obligés de solliciter le marché financier, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, pour financer leurs déficits et rembourser leurs dettes, eh bien la priorité absolue de leur politique est la contention des taux d'intérêt de leurs emprunts à un niveau acceptable. C'est ça la grande loi. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent essayer de maintenir des taux d'intérêt raisonnables. Tandis que le coût social et politique de la déflation requise pour conjurer la défiance des prêteurs, eh bien ce coût social passe après les impératifs de marché financier. Alors ces marchés, ils imposent leurs diktats aux budgets nationaux. On ne peut pas leur en vouloir. Cela vient du dispositif de l'eurozone, c'est-à-dire du fait que les États ne peuvent plus recourir à des prêts directs de leur banque centrale nationale, ni d'ailleurs de la Banque centrale européenne, sauf exception. Et puis du coup, les financeurs, c'est-à-dire les grands investisseurs privés sur le marché financier, ils peuvent réclamer deux choses apparemment impossibles qui ne vont pas ensemble, mais on comprend cependant qu'ils réclament cela, c'est-à-dire à la fois la résorption drastique de la dette publique et la croissance. Donc ils veulent, et on les comprend d'une certaine façon, que les États fragilisés, déficitaires, retournent aux équilibres financiers et qu'ils s'engagent et que la zone s'engage dans la croissance. Parce que les marchés ne sont pas idiots. Ils savent très bien que si on s'engage dans la récession, on va augmenter les dépenses sociales, réduire les recettes fiscales et parafiscales, et donc creuser encore les déficits et donc la dette. Donc pour remonter, simplement pour restaurer les équilibres financiers, il faut de la croissance. Mais comment mettre les deux choses en même temps, à la fois rééquilibrer les finances publiques et lancer la croissance? Pour un État seul, c'est tout à fait impossible. C'est la croix absolue, c'est le dilemme total. Donc, voilà le paradoxe, c'est qu'on comprend bien l'injonction des marchés, comme on dit. Sans rigueur financière, le creusement de la dette risque de mettre les États débiteurs en défaut de paiement. Cependant, les mesures déflationnistes prises en vue d'équilibrer leurs finances publiques contrediront à terme cet objectif de rééquilibrage. Vous voyez pourquoi, n'est-ce pas? La déflation requise pour équilibrer les finances publiques va induire une récession qui va déséquilibrer les finances publiques. Parce qu'une récession, ça veut dire plus de dépenses sociales, moins de recettes fiscales. Donc c'est un cercle infernal. La récession programmée raréfie évidemment la ressource fiscale tout en appelant à des dépenses sociales supplémentaires, sauf à démanteler l'État social. Purement et simplement, ce qui est un nouveau programme. C'est, je crois, nous le verrons dans la discussion, on appelait ça en France il y a quelques années l'État social actif. Aux États-Unis, on a appelé ça le passage du welfare au workfare. Et puis en Hollande, tout récemment, Arnaud, c'était quoi au fait? C'était la société participative. C'était la formule du roi de Hollande dans son discours hier. Voilà. Ce sont des expressions merveilleuses pour insinuer l'idée que c'en est fini de l'État social, c'est-à-dire ce qu'on appelle, avec une connotation souvent péjorative, l'État-providence ou encore l'État social passif. L'assistanat. Donc, les marchés, on les comprend, en sont venus à réclamer la rigueur et la croissance sans s'inquiéter de prendre des États débiteurs dans un double bind. Aux impératifs de marché vient s'adjoindre la contrainte d'un dispositif institutionnel
c'est le pacte de stabilité et de croissance renforcée, le dit Six-Pack, qui est proposé par la Commission européenne, qui a été adopté par les 27 en octobre 2011. Je vous en rappelle l'essentiel. La dette publique ne doit pas excéder 60% du PIB. Il est fait obligation aux États de réduire chaque année de 5% l'écart entre leur dette effective et le plafond des 60%. Le mécanisme européen de stabilité, le MES, imposait de ramener le déficit des budgets publics à 3% du PIB et maintenant à 0,5% du déficit, un déficit structurel de 0,5%. Alors, le principal du six-pack, c'est-à-dire 4 articles sur les 6, consistait dans l'énoncé de mesures disciplinaires et de sanctions, c'est tout. Il n'y avait rien du tout sur la relance. Mais il y avait quand même, c'était pacte de stabilité et de croissance renforcée, c'est ainsi qu'on l'appelait. Et donc les auteurs du traité ont dû concéder une clause plutôt rhétorique où s'énonce un principe, dit-on, je vous cite l'article en question, de travail en commun pour soutenir la croissance et la compétitivité et en améliorant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Donc c'est parfaitement rhétorique et c'est donc la France de François Hollande qui a voulu renforcer cette clause rhétorique, ce qui n'est pas véritablement renégocier le traité comme cela avait été annoncé. Non, c'est renforcer plutôt la rhétorique. En bref, la réponse de la gouvernance européenne consiste à vouloir réduire les déficits budgétaires tout en exigeant la réduction chaque année de l'endettement, ce qui d'ailleurs pratiquement peut impliquer l'obligation de réaliser des excédents dans certains cas. Et l'Allemagne est invoquée en exemple. C'est un non-sens. Pourquoi? Parce que la structure économique de l'Allemagne, elle n'est pas comparable à celle des pays en voie de désindustrialisation. Et puis la maxime fondamentale des politiques de l'offre, telles que ces politiques de l'offre, qu'on les appelle ainsi, n'est-ce pas, sont interprétées. Et cette maxime fondamentale, c'est-à-dire se rendre compétitif sur les marchés mondiaux, cette maxime fondamentale, si l'on y réfléchit, elle n'est pas universalisable. Elle est même auto-contradictoire. Pourquoi? Parce que, d'une part, tout le monde ne peut pas être exportateur net, évidemment. Et si tous les États de l'Union, en tout cas de la zone euro, engagent une politique d'austérité passant par une compression drastique des coûts salariaux, alors c'est la récession de toute l'Europe qui est programmée. Ce que des économistes raisonnablement atterrés estiment littéralement idiot. Ils n'hésitent pas à employer ce qualificatif. Alors, la situation actuelle en zone euro, elle semble bloquée pour des raisons économiques, mais ne nous y trompons pas. Ce n'est qu'une apparence. En réalité, la crise de gouvernance économique, elle a un fondement politique. Le verrouillage de la situation, il est d'abord institutionnel. C'est-à-dire le statut bétonné de la Banque centrale européenne et les dispositions rigides du mécanisme européen de stabilité. Cela fait que les 17, pour le dire de façon brutale, ils sont politiquement émasculés. Ils se sont à eux-mêmes confisqués les moyens autonomes d'une politique conjoncturelle contracyclique, c'est-à-dire des politiques budgétaires et monétaires classiques, de type keynésien classique. Ils n'ont plus ces moyens de politique contracyclique. C'est-à-dire une politique qui soit à la fois autonome, c'est-à-dire dont chaque État membre ait la disposition, et concertée entre eux. Impossible désormais, puisque c'est des règles communes qu'il faut respecter et qui sont procycliques si l'on les respecte. Ensuite, ce verrouillage institutionnel est sous-tendu par des choix doctrinaux qui, au nom de préférence pour les dites politiques de l'offre, reviennent à rejeter les solutions de relance par la demande intérieure, que ce soit la demande de consommation des ménages ou même la demande d'investissement des entreprises.
Alors la question est, deuxième question, j'avais annoncé 2 questions, après donc un peu la question du pourquoi, la question du comment peut-on ou aurait-on pu débloquer la situation. À mon avis, non pas par la soumission à des règles communes, dont la rigidité est aveugle à la disparité, aux grandes disparités qui existent dans la zone euro, non seulement des disparités de situation conjoncturelle, mais aussi et surtout des disparités structurelles. Donc les règles communes, ça ne tient pas compte de ces différences très importantes. Donc, je disais, sortir de la situation, certainement pas en alignant les politiques sur des règles communes, mais en agençant une politique concertée entre les États membres. Et c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention, avec un petit préalable, un petit rappel, pardonnez-moi, c'est un peu simplet, mais on distingue, comme vous le savez, habituellement, en ce qui concerne les politiques économiques, entre un volet conjoncturel et un volet structurel. Et donc j'aimerais distinguer les deux situations, c'est très différent. Sur le volet conjoncturel tout d'abord, de la politique économique, la réponse qui, à mon sens, se recommanderait, logiquement, qui eût été en outre renforcée par le fait que finalement les marchés, ironiquement, demandent la même chose que les peuples, c'est-à-dire à la fois la rigueur et la croissance. Si on fait des enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les peuples ne sont pas du tout opposés à la rigueur, mais ils veulent de la croissance en même temps, comme les marchés. Ou encore la croissance, oui, mais sans austérité, sans récession. La rigueur, excusez-moi. La rigueur, oui, mais sans austérité, sans récession. Alors, quelle eût été cette réponse pour honorer cette demande bizarre, apparemment paradoxale? Eh bien, sur le volet conjoncturel, justement, c'est l'agencement coordonné de politiques de relance au nord de la zone, donc essentiellement les nouveaux puissants de la zone, c'est-à-dire l'Allemagne, évidemment, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande. Politique de relance interne de ce nord, ce qui ne serait pas de luxe, par exemple, pour l'Allemagne, et qui enregistre une dégradation de son standing social, synchronisée avec des politiques de restriction ou de rigueur au sud, c'est-à-dire de rééquilibrage financier. Seule cette synchronisation peut sortir de l'ornière, peut nous faire sortir de l'ornière. Pourquoi? Parce que le Sud, de cette façon, peut engager les rééquilibrages financiers nécessaires sans devoir le payer d'une récession, puisque par hypothèse, les effets déflationnistes des mesures de rigueur qu'ils doivent prendre seraient au moins partiellement contrecarrés par l'activité qui résulte au Sud d'un soutien de ces exportations en direction des États du Nord, grâce à la relance chez ces derniers de leur propre consommation intérieure. Vous voyez, c'est un jeu à plusieurs. Le Nord relance sa consommation intérieure, cela évidemment déséquilibre les balances commerciales du Nord, le Nord consent à des déficits commerciaux, ce qui est demandé à l'Allemagne aujourd'hui, qui a excédé les 6% autorisés. Parce que, vous savez, les règles, c'est pas seulement rester en deçà des 0,5% de déficit interne, c'est rester en deçà de 6% d'excédent externe. Ça en dit moins, n'est-ce pas? Mais du coup, l'Allemagne entre dans le collimateur aujourd'hui, parce qu'elle est en excédent commercial structurel et elle va passer les 6%. Elle n'a pas le droit de le faire. Donc le Nord doit consentir un déficit commercial, c'est-à-dire importer plus qu'il n'exporte, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire si on reste dans le commerce intra-européen? Eh bien, ça veut dire qu'on va tirer en avant le Sud par les exportations induites du fait de la demande additionnelle du Nord. Et ainsi, le Sud peut opérer les réajustements, les équilibres financiers, sans nécessairement devoir le payer d'une récession économique. Le jeu à plusieurs
la synchronisation intelligente entre les politiques de relance d'un côté, de restriction de l'autre. Et pour ça, il faut une autorité communautaire. Et avec la dérive intergouvernementale d'aujourd'hui, c'est pas Joseph Barroso qui va faire le poids pour imposer ce genre de coordination politique. Mais je parle donc à l'irréel du passé. La rigueur eût été possible sans récession. La rigueur financière eût été possible, elle le serait peut-être encore si on était raisonnable et courageux, sans récession économique. Si on avait le courage de dire à l'Allemagne « stop ». Alors un tel jeu à plusieurs suppose sans doute un approfondissement passant par le renforcement politique d'une autorité communautaire. Ça ne peut plus être, à mon avis, aujourd'hui, le président de la Commission, quel qu'il soit. Je ne veux pas faire de procès de personnalité. Il faudrait un président de l'Union et un seul, surtout un seul, pas 50, qui est une vraie autorité politique. Et qu'est-ce que ça veut dire, une autorité politique? Ça veut dire une légitimité démocratique. Ce qui ne veut pas dire, je ne souscris pas, par exemple, au rêve de Cohn-Bendit, c'est-à-dire une élection universelle de tous les Européens en même temps pour investir un président de l'Union, lui, par exemple. Non, c'est pas exactement ça que je pense. Il faut associer les parlements nationaux, qui devraient, dans un premier temps, les 28 parlements nationaux, désigner un candidat ou 10 candidats possibles. Le Parlement européen, non, excusez-moi, les parlements nationaux, ils désignent chacun leur candidat, ça en ferait 28. Le Parlement européen pourrait en retenir 10, et puis le Conseil européen seul. Peu importe le mécanisme, la procédure, ce qui compte, c'est qu'il y ait une grande consécration et un grand orchestrage médiatique, une grande consécration, une grande onction démocratique, et pourquoi pas utiliser les parlements nationaux, pas seulement le Parlement européen, pas seulement le Conseil européen qui viennent après. Donc une grande onction démocratique conventionnelle, de style démocratie représentative, les parlements, que l'on court-circuite allègrement. Et c'est ça qui confère l'autorité politique indispensable pour asseoir, évidemment, convenablement, l'efficacité d'une coordination entre les politiques publiques des 17. Voilà le jeu à plusieurs. Alors la France avait peut-être vaguement imaginé cette possibilité. Et je dirais qu'elle avait de bonnes raisons de l'imaginer, étant donné l'expérience socialiste de 81 qui avait très largement servi l'Allemagne. La France, à cette époque, avait fait une relance sauvage par la consommation des ménages, et l'Allemagne, pendant ce temps-là, se frottait les mains parce qu'elle n'avait pas besoin, elle, de, de faire la même chose. C'est-à-dire, elle pouvait opérer les rééquilibrages financiers tout en étant tirée en avant par les exportations grâce à l'inflation française et au déséquilibrage français de la balance commerciale. Helmut Schmidt était à l'époque, donc l'homologue, si l'on peut dire, pas tout à fait, un chancelier, donc à l'époque de François Mitterrand. Il se frottait les mains quand la France faisait cette relance keynésienne sauvage, en disant les Français ne se rendent pas compte du fait qu'ils nous mâchent tout le travail. Nous pouvons maintenant rééquilibrer nos comptes sans devoir faire de relance économique nous-mêmes, puisque c'est les Français qui la font pour nous. Ils vont nous tirer en avant. Helmut Schmidt, tout récemment, a expliqué à ses compatriotes « Sachez que nos excédents sont les déficits des autres ». Il avait en tête toujours la même image, Helmut Schmidt, qui n'a pas été suffisamment entendu. Et il avait bien vu qu'il y avait un jeu à plusieurs. Il avait bien vu, sans doute, qu'il faut synchroniser des politiques de restriction d'un côté, de relance de l'autre. Bref, ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est une faute de courage? Est-ce que le style politique du gouvernement français ou du chef de l'État, pour être plus précis, n'est pas dans le genre à faire des clashs pour mettre en arène publique les contentieux? Peut-être qu'il préfère
la négociation discrète, pour ne pas dire secrète, à la confrontation ouverte entre France et Allemagne, c'est un choix. Mais le fait est qu'il y a une défaite politique de la France, une défaite diplomatique, puisqu'on reste dans ce registre de la France actuellement, qui ne se dit pas, qui ne s'avoue pas. Comme avant, M. Sarkozy avec Angela Merkel faisait semblant d'être dans le leadership à part entière avec l'Allemagne, c'était pas vrai. Il avait dû avaler des couleuvres gigantesques. Alors, puisque sur le volet structurel c'est râpé, pardonnez-moi l'expression, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité sur le volet, j'ai dit sur le volet conjoncturel, n'est-ce pas, c'est raté, il n'y avait pas une possibilité de plan B sur le volet structurel, c'est ce qu'on a cru pendant un moment. Alors ici, je vais très vite, on a mis beaucoup d'espoir dans les fonds européens, les fonds structurels. J'y reviendrai la fois prochaine à propos d'un socle social européen qui me paraît indispensable. Mais il y a donc, vous savez, ce qui se profile, le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le budget, il y a eu un sommet au printemps dernier à Bruxelles à ce sujet. On s'est dit, chouette, on va augmenter l'enveloppe des fonds sociaux, des fonds de cohésion, etc. Et pas du tout. Non seulement les Britanniques ont bloqué, mais ils ont réussi à faire diminuer l'enveloppe, ce qui est un véritable sabotage. Et l'Allemagne n'a pas fait front avec la France contre cet acte de piratage de l'Union européenne. Alors voilà, si vous voulez, tandis que les Allemands bloquent les possibilités de sortie de crise sur le volet conjoncturel, les Britanniques le condamnent sur le volet structurel. Ce qui fait que pauvre France et pauvre Europe. Si l'on suit les intentions de la nouvelle équipe gouvernementale et présidentielle française, réorienter l'Europe pour redresser la France, c'est complètement raté. Alors voilà, aux deux questions auxquelles j'ai tenté de donner réponse, on peut ajouter une troisième. D'où viennent les obstacles à une stratégie proactive de sortie de crise? Là, on a vu négativement, n'est-ce pas? Donc il y a évidemment des obstacles politiques. Mais alors pourquoi? C'est pas de la méchanceté de la part des Allemands. La position allemande, elle revêt ici une importance centrale. L'Allemagne est attachée au statut de la Banque centrale européenne ainsi qu'à l'interdiction faite aux États de la zone euro de recourir aux prêts directs de leur banque centrale nationale. En clair, interdiction de recourir à la création monétaire discrétionnaire. Vous voyez pourquoi? Parce que ce serait aux yeux de l'Allemagne la porte ouverte à des prises de pouvoir d'achat sauvages sur le reste de la zone, à des pratiques effrénées de couverture des déficits publics sans égard pour la dépréciation de la monnaie commune. L'Allemagne n'a pas confiance dans la discipline de responsabilité, comme on aime à dire, entre les partenaires de l'eurozone. Et donc l'Allemagne paraît se prononcer pour une orthopraxie consistant à mettre les États du Sud face à leurs responsabilités financières. Et ce n'est qu'ensuite, c'est ça le discours allemand, après que vous ayez montré que vous étiez responsable, qu'on pourra commencer à parler de solidarité, mais pas avant. Et si on commence à parler de solidarité, donc seulement après, dans ce cas-là, vous allez plus loin et vous acceptez l'union politique. C'est ça le discours allemand. Alors, vous voyez la difficulté. Comment l'Allemagne pourrait-elle accepter aujourd'hui d'effectuer une relance de sa consommation intérieure, même s'il en est fortement question, même si on commence à parler d'une relance sociale, même si les élections allemandes laissent penser qu'après tout, la social-démocratie pourrait jouer un rôle d'influence, etc., etc., et que l'on parle de l'instauration d'un salaire minimum en Allemagne. En dépit de tout cela, c'est très difficile d'effectuer pour l'Allemagne une relance sociale, parce que cela supposerait de sa part un déficit budgétaire consenti et calculé, alors qu'elle milite pour que la fameuse règle d'or soit inscrite dans les constitutions nationales. C'est difficile. Bon voilà, ça c'est les raisons imaginables
et concevables pour lesquels l'Allemagne bloque une sortie de crise qui serait agencée sur une méthode de synchronisation concertée entre, donc, encore une fois, relance d'un côté, restriction de l'autre. En clair, on arrête l'intergouvernemental et on retourne à la méthode communautaire démocratiquement renforcée. Ce qui est d'ailleurs l'option de Delors aujourd'hui. Mais voyez-vous, la politique, elle n'est pas faite que de principes, comme vous le savez, et les raisons invoquées ne dispensent pas de s'enquérir des motifs. C'est pas la même chose. Et des intérêts qui sous-tendent la position inflexible de la chancelière, que Helmut Kohl appelait Das Mädchen, la jeune fille, mais ça lui va plus du tout, ça. C'est Stahlkanzlerin, c'est la chancelière d'acier aujourd'hui, qui s'est incroyablement thatchérisée. Ce sont les intérêts de l'économie allemande qui sont là en jeu. Très simplement et très vite, pardonnez-moi d'être sommaire, l'industrie allemande a fait le choix intelligent du haut de gamme, dans la métallurgie et dans l'automobile notamment. Haut de gamme, ça veut dire que dans ces domaines-là, l'élasticité prix à l'exportation est faible. Quand on veut une belle Mercedes, on ne va pas lésiner sur le prix. Donc l'euro fort, ça n'est pas un handicap pour l'Allemagne, compte tenu de ce choix du haut de gamme. Ça ne l'empêche pas de vendre. En contrepartie, en revanche, l'Allemagne, comme vous le savez, a des importations rigides, matières premières, produits alimentaires, énergie. Et cela, le fait d'avoir un euro fort diminue d'autant le coût relatif des importations rigides, c'est-à-dire diminue d'autant le coût de la main-d'œuvre allemande, puisque le coût de la vie, du coup, est moins élevé, grâce à l'euro fort. Vous voyez, c'est très paradoxal. On s'imagine souvent, pour bien équilibrer sa balance commerciale, il faut plutôt une monnaie sous-évaluée. C'est d'ailleurs ce que demande le sud de la zone, à juste titre pour lui, pour ses intérêts. Mais compte tenu de la stratégie allemande, compte tenu de sa structure industrielle, c'est l'inverse. L'Allemagne a intérêt à un euro surévalué, et elle fait tout ce qu'il faut pour maintenir un euro surévalué, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt du Sud. Au contraire. Alors voilà, ça c'est pas les raisons, c'est les motifs. Tout ce qui existe en ce qui concerne le dispositif institutionnel de l'eurozone peut se lire entièrement à la lumière des intérêts de l'industrie allemande. Même s'il y a par ailleurs des raisons, etc., qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, dissibles. Alors, en regard du marasme économique au sud de la zone euro, de ces millions de victimes, la position officielle allemande peut paraître égoïste et finalement peu responsable, à long terme, dirais-je. Non seulement la récession risque de se retourner rapidement contre les intérêts de l'économie allemande, parce qu'évidemment l'Allemagne n'a pas intérêt à ce que toute la zone soit en récession, ou alors elle se tourne résolument vers la Chine, vers l'Inde, vers le Brésil. Alors là, c'est quitter l'Europe, ce qui n'est pas encore tout à fait exclu. Mais en tenant le cap idéologique de sa complète austérité, si j'ose dire, on fait prendre à l'Union un risque réel de dislocation, pas seulement économique, mais aussi social et politique. Et là, en ce faisant, on trahit le principe européen, c'est ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'intuition qu'il existe un lien interne entre l'efficacité économique et la justice sociale. Ça c'est très européen, voyez-vous, cette intellection, cette intuition que l'efficacité économique et la justice politique se présupposent mutuellement, qu'il n'y a pas d'efficacité économique durable sans justice sociale. Et même réciproquement, bien sûr, qu'il n'y a pas de justice sociale possible sans efficacité économique. Donc c'est l'intuition ou l'intellection, comme vous voudrez, de ce lien interne, qui est le propre de l'Europe. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs, ce lien, cette intellection du lien, absolument pas en Chine, ni en Inde, ni au Brésil, ni même aux États-Unis.
Mais au lieu de recentrer l'Europe sur ce principe essentiel, exemplairement intériorisé naguère par l'Allemagne et sa Sozialmarktwirtschaft, son économie sociale de marché, eh bien la gouvernance européenne prétend gonfler ses voiles au vent de la mondialisation ensauvagée vers 1980 par l'arrivée à peu près simultanée de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et ce vent d'ouest a gagné le continent européen. Et donc, la droite allemande, elle est trop contente de pouvoir lors des élections qui ont eu lieu tout récemment, se prévaloir de l'avantage économique qu'elle met au compte d'une gestion avisée, capable d'obtenir de ses électeurs des sacrifices sociaux. Et c'est pourquoi il est à craindre qu'elle ne remette pas en cause son schéma de croissance. Bon, on ne peut pas faire de prédiction absolue, mais c'est quand même une crainte que l'on peut avoir, c'est-à-dire un schéma fondé sur la compétitivité industrielle avant tout, et le dynamisme à l'exportation, schéma gagnant, comme on dit. Mais une question qui se pose, la compétitivité, d'accord, mais en Europe, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une politique de l'offre bien comprise, une politique qui vise à être compétitif sur les marchés mondiaux? Est-ce que c'est vraiment la réduction des coûts salariaux et sociaux avant tout? Oui, aussi, mais est-ce que c'est ça avant tout? Je pense qu'on n'est pas compétitif de toute façon par rapport aux Chinois, aux Indiens, etc. Ou est-ce avant tout d'incorporer un maximum d'intelligence dans la valeur ajoutée des produits? La compétitivité, elle peut se gagner par le bas, c'est-à-dire réduction maximale des coûts sociaux et salariaux, ou par le haut, incorporation intensive de la technologie, de la science, etc. Tout ce qu'on appelle la société de l'intelligence. Ce sont deux voies qui peuvent être relativement complémentaires, mais il faut trouver un équilibre pour une compétitivité intelligente. Et la voie européenne, c'est évidemment de rechercher la compétitivité par le haut plutôt que par le bas. Donc, comprenez que je ne suis, si quelqu'un est germanophile, c'est moi, je n'ai pas de germanophobie quand je développe tout cela. Ce n'est pas de la germanophobie de ma part que de pointer cet aspect de la situation. On peut comprendre, après tout, même si on ne l'approuve pas, que l'Allemagne ne veuille ni ne puisse politiquement accéder à une demande de relance de sa propre consommation, que la chancelière refuse de favoriser une sortie de crise par restitution aux États des outils de leur politique conjoncturelle. Mais en revanche, on conçoit mal qu'elle ait pu tolérer le scandale que constitue la réduction de l'enveloppe relative au cadre financier pluriannuel. Donc, voyez-vous, c'est cela qu'on comprend mal et qui est inquiétant. Bon, de la part des Britanniques, on peut s'y attendre, on connaît la position depuis Margaret Thatcher, Mahmoud Abbas, etc., c'est-à-dire un rapport à l'Europe qui est essentiellement utilitariste. Le schéma britannique, dans sa conception d'Europe, c'est la société de bénéfices mutuels. Qu'est-ce que je retire de l'association par rapport à ce que j'y apporte? Mahmoud Abbas. Et c'est pas du tout, voyez-vous, de la part des Britanniques, c'est pas étonnant, ça fait presque partie du folklore. Mais comment accepter que la chancelière, que l'on veut croire attachée au projet d'union, ce soit, pour ainsi dire, thatchérisée au point de ne pas faire front avec la France pour imposer la voie de recours que représentent donc les fonds structurels afin de relancer le développement dans la zone euro. La fois prochaine, je parlerai de ces fonds structurels et de ce qu'on pourrait en faire. Donc on aimerait y voir clair, n'est-ce pas? La démocratie l'exige. Depuis Maastricht, donc 1992, le projet européen enregistre, comme vous le savez, une politisation négative. Les chiffres de résultats électoraux sont là pour en attester. Et on attend la politisation positive.
qui ferait faire un pas salutaire à une Europe qui s'enlise. Et à cet égard, la vertu didactique de véritable confrontation civile et publique à la fois est bien supérieure à tout exposé, tout monologue de type, comment dirais-je, apologétique. Il faut aller plus loin sur la voie de la construction et de l'intégration européenne. Il faut plus d'Europe, des choses comme ça. À mon avis, c'est totalement contre-productif aujourd'hui. Alors, c'est ce point-là que j'aimerais, après la pause qui vient maintenant, développer pour finir. Et au centre est la délicate question d'un espace public européen et comment l'activer. Bon, on pose une petite pause là.